Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui dans un numéro tout à fait spécial, on est le 31 décembre, il est 9h51, une vidéo tout à fait imprévue car je voudrais apporter une réponse à Squeezie avec sa vidéo d'hier. Alors je peux comprendre que ça peut paraître un tout petit peu inattendu par rapport aux vidéos que je fais d'habitude sur la chaîne, mais je pense que c'est quelque chose de nécessaire car la vidéo de Squeezie, franchement, elle était vraiment bien sur une chaîne qui possède une portée tout à fait exceptionnelle. Et je dois dire que ça faisait très plaisir de voir une vidéo traitée sérieusement, de manière humoristique, mais pas non plus décrédibilisante. Et si vous attendez que je lui tombe dessus, comme certains me tombent dessus, en disant qu'il a dit que des conneries pendant 10 minutes, eh bien vous risquerez d'être déçus, parce que c'est pas du tout le cas. Franchement, Squeezie, ta vidéo, elle était top. Je te propose une petite réponse pour à la fois d'un côté te remercier de ton travail, quels sont les points qui m'a fait très plaisir que tu abordes, et de l'autre côté, les points sur lesquels il y a quelques petits rectificatifs, rien de sérieux, je te rassure, des petits rectificatifs qui viendront compléter le propos que tu as tenu et le fond de ta vidéo. Donc je vous laisse quelques secondes pour prendre un petit café, vous installer confortablement et on va commencer directement avec ma réponse à toi, Squeezie, sur ta vidéo, sur les théories concernant les pyramides d'Égypte. C'est parti. Donc dans un premier temps, Squeezie, merci beaucoup pour ta vidéo, franchement, elle était très bien réalisée, elle était honnête, franchement, je me suis bien marré à la regarder. Et aussi, je voulais te dire merci par rapport au fait que tu as dit qu'aujourd'hui, concernant la construction des pyramides, leurs fonctions, etc., on peut tout dire, tout est possible, effectivement, c'est une réalité à partir de laquelle il faut bien se garder d'émettre des avis trop tranchés. Et un deuxième merci par rapport à la manière dont tu as entamé la vidéo en rappelant bien qu'aujourd'hui, alors attention à la distinction entre le mot théorie et hypothèse, que dans ta vidéo tu appelles théorie, en fait ce sont simplement des hypothèses qui n'ont pas été vérifiées. Mais bon, peu importe, ça c'est plus de la sémantique qu'autre chose. Ce qui est important, c'est que tu l'aies rappelé directement dans la vidéo, c'est que aujourd'hui, ce que l'on pense n'a pas été vérifié par les expériences terrain. Dès le début, on a eu droit à une petite photo, on a eu droit à une photo de la statue de Khéops, et ça aurait été cool que tu précises dans la vidéo quelle taille elle fait, parce que un des plus grands bâtisseurs, alors déjà la distinction, celui qu'on considère comme le plus grand bâtisseur de l'histoire de l'Égypte, alors que c'est finalement son père Snéfrou qui a construit beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Donc déjà là, on voit un petit peu à quel point il y a un discours qui est biaisé par rapport aux accomplissements égyptiens, mais voilà, on va rester sur le Khéops, plus grand bâtisseur. Eh bien, la statue que tu as montrée en photo, elle est au musée du Caire et elle est comme ça. Et ça m'a aussi fait marrer au début que tu dises que cette vidéo sera détestée par les égyptologues, parce que égyptologues ou alors plein de gens, eh ben c'est un petit peu la même chose sur ma chaîne, parce que je traite de ces sujets dans les vidéos toutes les semaines, une vidéo minimum par semaine, des fois deux. Donc toutes les semaines, je suis l'objet de colibés comme ça, de gens qui ne supportent pas que j'essaye de vivre ma passion à travers YouTube. Après, il a été mentionné que si on considère les quantités de construction et les durées de construction pendant le règne de Khéops, on arrive à un bloc posé toutes les 2 minutes 30 si on travaille 12 heures par jour, 365 jours par an pendant 20 ans. Sauf que à l'époque de l'Égypte ancienne, on ne travaillait pas 365 jours par an, en tout cas pas sur le site de Gizeh, car pour transporter les blocs, il fallait attendre les crues du Nil, ce qui fait qu'en fait on ne pouvait logistiquement, en tout cas à pleine capacité, travailler uniquement 4 mois sur les 12 d'une année, à peu près de juillet à octobre. Donc c'est pas les 2 minutes 30, à moins que la base des calculs soit un petit peu différente que celle que j'ai en tête, pardon, mais si on veut avoir le chiffre réel, et ben en fait il faut prendre ces 2 minutes 30, 150 secondes, divisé encore par 3, car on n'a que 4 mois sur les 12 de l'année, ce qui nous donne un bloc taillé, transporté, ajusté, posé, toutes les 50 secondes. Après un tout petit rectificatif par rapport à la carrière de granit. Effectivement, la carrière de granit, elle est à 900 km au sud à Assouan. C'est là notamment qu'on retrouve l'obélisque inachevé d'Assouan, mais ça c'est uniquement pour les blocs en granit qui sont essentiellement concentrés dans et autour de la chambre du roi, ce qu'on appelle la chambre du roi. Pour le reste de la pyramide, donc la grande majorité des 2,5 millions de blocs, là on est dans du calcaire, on est sur du calcaire, pardon, et le calcaire, il vient de manière locale, soit directement du plateau de Gizeh, ou pour le parement avec un blanc tout à fait spécial, il vient de Toura, de l'autre côté du Nil, sur la rive est.
Donc le petit rectificatif, je répète, c'est que les blocs viennent essentiellement d'une zone locale et que c'est seulement le granit qui vient de plusieurs centaines de kilomètres. Sinon, quel bonheur d'enfin entendre de la part de quelqu'un qui est extérieur à cette espèce de petit microcosme internet de passionnés sur la construction des monuments anciens que la théorie des rampes soulèverait une logistique aussi compliquée, lourde et longue pour la construction des rampes que pour la construction de la pyramide elle-même. Donc, une fois de plus, Squeezie là-dessus, merci. Après, on part sur la construction de temples mastaba et autres devant les pyramides, et tu montres notamment des images du temple de la vallée qui se trouve devant le Sphinx. Et c'est là que tu mentionnes qu'il n'y avait pas de mortier à l'époque des anciens, en tout cas des Égyptiens. Effectivement, il est reconnu que les techniques de construction des anciens Égyptiens n'utilisaient pas de mortier. On était sur de la pierre contre de la pierre. Sauf que pour, comment dirais-je, légitimer la date de construction de la Grande Pyramide, on a analysé au carbone 14 du mortier. Ce qui par définition est un petit peu contradictoire parce que soit on attribue un style architectural aux Égyptiens et on s'y tient, soit de l'autre côté on dit qu'effectivement ils auraient pu mettre du mortier dans leur construction. Et si on analyse du mortier d'un côté pour justifier la date de construction, alors que cette construction émane d'une époque à laquelle on reconnaît que le style architectural n'utilisait pas de mortier, il y a un problème quelque part et ça remet en cause la légitimité, en tout cas l'interprétation de la datation. Il y a aussi un petit passage sur les tailles de pierre avec des technologies un petit peu avancées. Sur celles que tu montres à l'écran, effectivement, il y a des questions qui peuvent se poser sur certaines coupes que tu montres. Par contre, c'est vrai que de manière générale, il est possible avec du sable, de l'eau et du cuivre de tailler des roches, même des roches très dures. On est aussi capable de faire des carottes. Par contre, là où ça pose problème, c'est quand on est dans la taille de hiéroglyphes. On n'est pas du tout sur du sillage. Et ça, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans certaines vidéos. Autre élément que tu abordes, c'est l'affaissement, le côté concave des faces de la pyramide, qui en fait n'a pas 4 faces, mais 8, et dont le, comment dirais-je, l'affaissement peut se voir lors des équinoxes. Alors quand on va sur place, parce que je vais plusieurs fois sur place chaque année pour encadrer des groupes, pour leur montrer un petit peu de manière différente les vestiges de l'Égypte ancienne, eh bien on peut le voir déjà quand on prend un petit peu de recul. C'est déjà visible, donc on n'est pas obligé d'attendre les équinoxes. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que tu mentionnes après, que les architectes pensent que c'est un affaissement, on va dire, naturel. Sur mes voyages, j'ai très souvent des architectes, quasiment dans chaque groupe à ce sujet. Je salue chaleureusement Cyril, André et Laurence, et ces architectes-là, ils vont nous dire sans aucun problème que l'affaissement ne peut pas être aussi propre, entre guillemets. C'est quelque chose de voulu lors de la conception et de la construction de la pyramide. Ah oui, aussi tu parles de l'alignement de Gizeh avec la ceinture d'Orion. Eh bien, c'est un sujet qui est tout à fait intéressant. Mais au début de ta vidéo, tu avais montré une photo de la pyramide de Teotihuacan au Mexique. Ça aurait été sympa que tu montres aussi les pyramides de Teotihuacan qui, elles aussi, sont alignées avec la ceinture, en tout cas le baudrier d'Orion. Petit rectificatif aussi au niveau du Sphinx où tu parles d'un ensevelissement par l'eau. Alors est-ce qu'il a été enseveli totalement par l'eau? Ça c'est une question un petit peu plus compliquée à traiter. Par contre, son âge par rapport à l'érosion, c'est l'érosion qui est autour du Sphinx, dans l'enclave du Sphinx. C'est-à-dire qu'on a des traces qui n'auraient pu être causées que par de l'eau, et donc forcément il faut remonter à plusieurs millénaires, à une époque où il y avait encore un climat tempéré qui pourrait justifier autant de chutes d'eau, et encore remonter de plusieurs millénaires, le temps que cette eau tombe sur le plateau de Gizeh pour créer cette érosion. Donc voilà, juste petit rectificatif, mais le fond de ton contenu, c'était juste, c'est que le Sphinx est probablement et très certainement beaucoup plus vieux que les dates qu'on lui attribue académiquement. Et à la fin de ta vidéo, tu soulèves la question de savoir est-ce que les Égyptiens finalement n'auraient que rénové la Grande Pyramide, et ça c'est un sujet extrêmement intéressant que j'ai traité en long, en large et en travers dans une vidéo dont je vous remettrai bien sûr le lien dans la description. Donc merci à toi pour la, je sais pas combien, 7-8e fois, d'avoir traité des petits points clés, en tout cas que j'estime clés et que d'autres estiment clés par rapport à une meilleure compréhension du passé du plateau de Gizeh. Voilà Squeezie, une fois de plus, merci pour ta vidéo, ça fait franchement très plaisir de voir qu'un sujet comme celui-là puisse être abordé de manière pas débile, que tu aies fait les choses tout à fait correctement, en tout cas c'est mon avis, et que ça puisse toucher des millions et des millions de gens. Donc un grand merci à toi et un grand merci à tes abonnés d'avoir regardé la vidéo et d'avoir réagi. Donc voilà, c'est fini pour la vidéo du 31 décembre. Moi je vous laisse préparer les festivités pendant que je vais monter cette vidéo en essayant de la mettre en ligne le plus tôt possible. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur les vidéos, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux et bien sûr à garder la passion jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao ciao.